Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité à ITV en ce 15 avril 2020. Voici tout de suite la colonne vertébrale du journal. La crise a beau être violente, elle ne pourra pas s'accommoder d'une zone grise, surtout quand il s'agit de délivrer les secours alimentaires aux populations fragilisées et contraintes par les restrictions et la psychose qui se sont installées. Il est vrai que l'union sacrée est en train d'être fissurée par la polémique et les soupçons nés des adjudications de marché. Certains rassurent, d'autres soupçonnent des écarts nébuleux ainsi que des anguilles sous roche. La distance sociale et de sécurité est largement préconisée par les spécialistes de la santé. Cela fait partie des mesures dites barrières jugées indispensables dans la lutte contre le virus, mais il s'en trouve beaucoup qui ont encore beaucoup de mal à s'y mettre et à s'y résoudre. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Les pays du G20 ont à leur tour décidé de suspendre la dette des pays les plus pauvres pour une année afin de leur permettre d'organiser la riposte contre le virus. C'est une mesure avec effet immédiat, a-t-on dit. Hier déjà, le G7 s'était dit favorable à un moratoire sur la dette. Donald Trump a joint l'acte à la parole en prenant l'initiative de geler la contribution annuelle des États-Unis en faveur de l'OMS, pointée à son tour du doigt pour incompétence et consanguinité avec la chune accusation portée donc par le président américain. Le développement de toute la titraille dans un instant. Voudrait-on donc ajouter de la confusion à la confusion qu'on ne s'y prendrait pas autrement par ces temps de crise et de grandes douleurs généralisées. Chacun doit être à son échelle irréprochable, mais on voit bien qu'on s'est débrouillé pour générer une polémique autour des opérations liées à l'octroi des marchés ainsi qu'à l'acheminement des aides alimentaires. Et on voit bien aujourd'hui que les citoyens sont divisés. Voici le sujet qu'a pu réaliser aujourd'hui Boubacar Dieng. Et donc on peut réaliser bien sûr Boubacar Dieng et Sidignan. Ils sont nombreux ces Sénégalais à se faire des idées sur l'octroi des marchés du riz destiné aux populations pour l'aide alimentaire d'urgence. Pour ces Sénégalais lambda, le choix de l'opérateur incombe au gouvernement. Tout dépend du chef de l'État. C'est à lui de voir ce qui arrange le Sénégal. J'ai confiance en eux. Je suis rassuré et je pense qu'il y aura de la transparence. Normalement, bon, c'est à l'État aussi de voir à qui donner, vraiment à qui faire confiance. En fait, surtout les opérateurs. Parce que aussi, je pense que vraiment, si l'État a choisi ses propres opérateurs, on doit se plier, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Son vis-à-vis, lui, opte pour l'expertise locale, selon El Haj, Bokar Samba Dieye, opérateur économique très connu au Sénégal, devrait bénéficier de ce marché. Les marchés du riz doivent être donnés aux opérateurs qui ont toujours été là. Je veux citer Bokar Samba Dieye, Père Alain Ndiaye et autres. Mais il ne faut pas les donner à des politiciens qui ne maîtrisent rien des marchés du riz. Que l'État donne ces marchés aux opérateurs du riz qui sont tout le temps au Sénégal. Pour ce monsieur, l'on ne devrait pas avoir de doute quant à l'objectivité de l'État sénégalais dans le choix de l'opérateur qui gère le marché du riz de l'aide alimentaire d'urgence. Il en veut pour preuve la situation du coronavirus au Sénégal. Que tout un Sénégalais, en fait, vu la situation, ne doit même pas avoir,
des soupçons sur l'étalage au fait, des denrées alimentaires. Au fait. Je conçois que on doit se plier au fait tous et ne pas vraiment avoir l'esprit vraiment critique sur ça. Mis à part le marché du riz, ces citoyens se sont prononcés sur la somme dépensée pour le convoyage de l'aide alimentaire, une somme qu'ils jugent exorbitante. La transparence, donc, c'est l'autre nom que l'on donne à la crise. Il en faut pour sortir de celle-ci, et des voix sont en train de s'élever. Aluntine, par exemple, semble ulcérée par ce début de polémique ainsi que le modus operandi des autorités pour déployer les secours alimentaires. Il faut tout de suite rectifier le tir en mettant sur pied un comité national inclusif chapeauté bien sûr par l'État du Sénégal. On va entendre la désapprobation d'Aluntine. Au départ, on avait proposé un comité national chargé vraiment de la gestion de tout ce qui concerne vraiment les denrées alimentaires et l'aide qu'on doit donner effectivement aux gens qui sont victimes vraiment de la pandémie de coronavirus. Donc, on avait l'impression qu'on avait été compris, surtout après le discours du président de la République du 3 avril. On avait applaudi, on était là avec le ministre de la Santé et le porte-parole du président de la République, Seydou Gueye. C'était dans vos locaux. Ils m'ont dit, Alioune, la société civile est associée. C'est avec ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'est la première brèche dans ce qu'on peut appeler la politique d'union nationale derrière le président de la République et sa stratégie. Je pense que ceux qui sont en train de travailler comme ça, vraiment sont en train de trahir l'esprit de l'union nationale derrière la politique du président pour combattre le coronavirus. Donc, ce qu'il faut faire immédiatement, moi je pense que c'est ouvrir une enquête par rapport aux conditions d'attribution à la fois du marché, du riz, mais également aussi du transport. C'est parce que les deux que les gens sont en train de dénoncer. L'OFNAC est là, l'OFNAC pourrait s'autosaisir. Je pense que le procureur pourrait s'autosaisir. C'est ça qui va créer la transparence. Et dès maintenant, procéder à une rectification. Rectifier comment? C'est comme on avait dit, un comité national. Qu'il y ait effectivement des gens de la société civile, qu'il y ait des avocats, qu'il y ait des magistrats à l'intérieur, qu'il y ait des journalistes d'investigation à l'intérieur, et maintenant sous la supervision de l'État ou de l'armée. Et que les gens pensent ce qu'il faut faire, comment il faut faire les distributions. Parce que forcément, il n'y a pas que le riz, il y a peut-être autre chose qu'on pourrait donner qui pourrait être beaucoup plus facile, que les gens pourraient utiliser et qui serait encore beaucoup plus transparent et qui permettrait effectivement aux gens même d'avoir ce qu'ils doivent avoir. Quoi, soit des bons, soit je ne sais quoi, mais laissez le soin aux gens de réfléchir quels sont les meilleurs moyens de le faire et dans la transparence la plus absolue pour que ceux qui sont vraiment les bénéficiaires de cette aide reçoivent cette aide. Moi, je pense que c'est honteux aujourd'hui que des gens s'enrichissent sur la détresse et les calamités provoquées par le coronavirus. Et il me semble que ces gens sont pires que le coronavirus. Et il faut les combattre comme on est en train de combattre le coronavirus. C'est donc un document dit radio, la transparence, l'inclusion ainsi que l'intégrité morale seront des mots-clés dans cette phase de crise et d'incertitude et dans la mise en œuvre et la distribution des aides alimentaires. Tous les principes devront être appliqués au pied de la lettre. Le porte-parole de la présidence de la République fait confiance notamment aux responsables qui en ont la charge. Abdoulatif Coulibaly montre aussi beaucoup de crédulité au sujet de l'annulation de la dette ou des moratoires. On va écouter donc Abdoulatif Coulibaly qui est passé ce matin à iRadio chez Alassane Samba Diop. La transparence doit être garantie en toutes circonstances et quel que soit l'événement. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Covid-19 qu'il faille dire que c'est maintenant la transparence dans la gestion des affaires publiques et doit être une permanence dans le travail que les gens font. Il y a des structures qui sont dédiées à ça. La première responsabilité de la transparence, c'est ceux qui ont la responsabilité de gérer qui doivent assurer la transparence. Ce n'est pas parce que le FMI a décidé de son côté de faire un moratoire qu'il faille en conclure que la communauté internationale a décidé. L'FMI fait partie de ce qu'on appelle des bailleurs et partenaires multilatéraux. Il y a les partenaires bilatéraux, sinon également en acte. Et aucun partenaire bilatéral jusqu'à présent n'a déterminé la position qui est la sienne par rapport à cette question-là.
au stade actuel, le FMI a fait un premier geste qui est par rapport à l'allègement, mais faire des conclusions par rapport à cette question me paraît assez hâtive. Et en économie, toujours, on dirait qu'il y a plus de solidarité et de mitoyenneté dans le monde. Les ministres des Finances ainsi que les banques centrales du G20 ont dit oui à la suspension provisoire de la dette des pays les plus pauvres de la planète pour 12 mois. La décision et l'annonce ont été faites au terme d'une visioconférence ou vidéoconférence chapeautée par l'Arabie Saoudite. Hier déjà, le G7 avait quasiment pris les mêmes décisions pour aider les pays à faire face aux effets et impacts du coronavirus. Et pour une fois, le monde donc pourrait s'inspirer de l'Afrique compte tenu des résultats qu'elle est en train d'obtenir sur le front du virus. Et selon le professeur Maritou Niane, la crise est une chance pour réaliser à Diamniadio la cité du savoir, donc dans le but d'accompagner les chercheurs et le monde de la recherche. L'ancien ministre a aussi loué le travail des spécialistes sénégalais et africains de façon globale qui mènent une lutte acharnée contre le virus. Il était également passé chez Alassane Samba Diop ce matin. Et voici l'économie des idées avec Cher Hassan Affal. Après l'Asie, l'Europe et l'Amérique sont les continents les plus touchés par cette pandémie du Covid-19. L'Afrique résiste quand même face à cette pandémie. Le continent n'a enregistré que 14 525 cas confirmés et 788 décès. Des chiffres qui permettent l'optimisme. Et pour Maritou Niane, le reste du monde devrait commencer à s'inspirer du modèle africain. La communauté scientifique sénégalaise a aujourd'hui des ressources humaines importantes qui peuvent nous apporter une grande satisfaction et qui nous apportent déjà une grande satisfaction dans la gestion de la maladie. Et je pense que l'Europe, l'Amérique, l'Asie, ils ont quelque chose à apprendre de l'Afrique et nos scientifiques aussi. Une crise qui a permis de montrer une fois de plus l'ingéniosité de nos chercheurs scientifiques. Une ingéniosité qu'il faudrait encadrer et booster en matérialisant le plus rapidement possible la cité du savoir sénégalais. Il est nécessaire d'accélérer la mise en place des équipements scientifiques lourds au niveau de notre pays. C'était l'objet de la cité du savoir. Il y a déjà le supercalculateur qui est installé, mais qui reste à être mis en œuvre. Il y a tout l'équipement de biotechnologie végétale qu'il faut, je pense, installer et faire démarrer, parce que l'État aussi a besoin d'avoir son infrastructure scientifique et technique pour que les universitaires puissent lui donner une opinion qui soit une opinion de l'État. Même si le Sénégal compte à ce jour plus de 300 cas contaminés du Covid-19, le pays a réussi à inverser la tendance en ayant plus de patients guéris que de patients encore sous traitement. Selon le professeur Maritou Niane, une prouesse qui doit être au vu et au su de tout le monde. Et le reportage tellurique de ce journal s'intéresse ce soir à la distance de sécurité d'1 mètre, avec donc c'est ce que préconisent et recommandent les médecins comme mesure de précaution et gestes barrières pour éloigner les risques, entre autres donc dispositions à prendre contre le virus. Mais on a vu que cette solution spécifique constitue la distanciation pose problème dans beaucoup de quartiers ici à Dakar. Un exemple parmi tant d'autres à la Gueule-Tapée où se sont rendus nos reporters Moustapha Gabar Diop et Mafalfal. Une rue quasi vide en pleine matinée, un spectacle rare à la Gueule-Tapée. Mais depuis l'annonce d'un cas de Covid-19 dans les environs, les riverains évitent de se promener par ici. L'ambiance a changé depuis hier. Et aujourd'hui, plus personne ne sort le soir. Tout le monde reste chez soi. Même les jeunes ne sortent plus. La maladie est réelle. Nous devons tous prendre nos précautions et écouter les médecins. Dans la rue adjacente, la distanciation sociale n'est pas respectée
malgré le risque de transmission communautaire. Les gens continuent à rester dans la rue, à boire le thé. Ils sont devant chez eux. Les gargotières continuent de vendre à manger comme si de rien n'était. Peu de gens appliquent la distanciation sociale. C'est très dangereux. Je ne le souhaite à personne. Je dirais que pour que les gens prennent conscience de la maladie, il faut que l'un de leurs proches soit infecté. Tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser. On ne peut pas forcer les gens à rester chez eux, même si la maladie est réelle. Nous, les Sénégalais, nous sommes têtus. Et c'est de la même manière que la maladie s'est propagée en Italie. Les Italiens n'ont pas respecté les règles sanitaires et aujourd'hui, ils ont plus de morts qu'en Chine, là où la maladie a commencé. Nous sommes trop têtus. Nous devons réduire nos déplacements à l'essentiel. Et je pense que le port du masque doit devenir obligatoire en plus des gestes barrières. Certains craignent que les marchés de la Médina et de la Gueule Tapée ne deviennent des foyers de transmission. C'est un cas communautaire. Personne ne peut dire où la personne a été contaminée. Ça aurait très bien pu être au marché. C'est pour cela que j'interpelle le maire pour réduire les heures d'ouverture des marchés. Le marché de la Gueule Tapée devrait être fermé à midi et désinfecté. Soumbédioune devrait fonctionner de 14h à 18h et être aussi désinfecté. C'est nécessaire pour stopper la propagation de la maladie. Pour certains habitants, la rue en question devrait être mise en quarantaine et les personnes contacts confinées. Le chef de quartier n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Et dans ce contexte, chaque mot, chaque phrase et chaque geste compte. C'est ce qu'a intégré d'ailleurs la plateforme dite Corona 221 qui a initié une caravane dans les principales artères de Guédiawaye dans la banlieue pour diffuser des messages ciblés d'information et de sensibilisation à l'endroit de la population afin qu'elle adopte parfaitement les gestes barrières. On va de ce fait entendre la réaction du responsable de la dite plateforme au micro de Mamadou Lamine Fati. Les gens sachent qu'il est nécessaire qu'on respecte impérativement les consignes de sécurité. Le port de masque, la distance de sécurité, le lavage des mains. Ces trois éléments sont absolument prioritaires dans la protection pour éviter la contamination. Et maintenant, les cas communautaires, il faut que les gens sachent que c'est un danger. C'est un danger. Aujourd'hui, on se côtoie, on ne sait pas si la personne qu'on côtoie est malade ou non. Donc, il vaut mieux, même soi-même, on ne sait pas si on est malade. Donc, il vaut mieux avoir un masque dans la mesure du possible, quitte à même à prendre des étoffes, les imbiber ou en tout cas les laver et les reporter, mais ne pas postillonner, ne pas vraiment prendre le risque de contaminer les gens avec qui on se trouve. Donc, c'est vraiment, en tout cas, les autorités attirent l'attention sur ce phénomène. Les cas communautaires, c'est un danger. Il faut que les gens se prémunissent. Et on va sortir un peu de la capitale pour consacrer une fenêtre au Djolof dans le département de Dara. Donc, beaucoup de territoires sont en train de s'engager là-bas dans la lutte et la prévention contre le virus. C'est au travers de sensibilisation et de secours alimentaires que les plus vulnérables sont en train d'être accompagnés là-bas. Gorandaklo et Tchernofei. Deyali, commune située dans le département de Dara, à quelques encablures de la ville sainte de Touba. Cette commune polarise plus de 100 villages, tous au front contre le coronavirus. Kër goo dem da nga fa fekk ñaari bidon yoo xam ne yii ba ñeenti bidon ñu defar ko. Nous sommes conscients de l'existence de la maladie, raison pour laquelle nous sommes debout pour redoubler de vigilance. Nous veillons sur l'hygiène et la propreté pour éviter tout virus. Et ce que ACER a fait pour la population ne fait que nous réconforter car rien ne marche en ce moment. jaaykat yi ñëpp toog nañ képp ku doon liggéeyatoo benn oto dematu benn oto dikkatu. L'application des mesures préventives est également de mise, selon le sous-préfet de Sagata Djolof. En toute sincérité, le couvre-feu et l'état d'urgence sont bien respectés dans l'arrondissement de Sagata Djolof.
En atteste même avant-hier, j'ai fait un tour dans la commune de Déali vers 22h, 23h avec le commandant de la brigade de Dara, M. Lo, ainsi que dans la zone de Sagata et Nyandoul. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est bien respecté. Moi, il ne manque pas que peut-être de rencontrer certains jeunes qui sont au portail de leur maison, ça ne manque pas. Mais de toutes les façons, je crois que dans l'ensemble, l'appel a été suivi et les populations sont conscientes aujourd'hui du fléau de cette pandémie-là qui sévit à travers le monde. Ainsi, pour alléger la tâche aux familles vulnérables, le maire octroie 10 tonnes de vivres en attendant l'appui du gouvernement. J'ai voulu juste accompagner les Dara, mais également les personnes vulnérables, car en ce moment, le commerce ne marche plus et il y a des gens qui souffrent. C'est pourquoi la municipalité a collecté des fonds pour assister certaines couches sociales. Déali, l'une des plus grandes communes du département de Dara, où autorités religieuses, administratives et coutumières unissent leurs forces pour enrayer la pandémie. Merci Gora, c'est à présent le momentum. Effectivement, pour ce qui s'agit de nos correspondants en région, on va d'abord accueillir Momar Alisnian, toujours fidèle au poste, pour retransmettre les dernières nouvelles de la capitale du Nord, donc nouvelles liées au coronavirus. Bonsoir, chère Alice. Bonsoir Hassan Gueye. Le point à Saint-Louis, on commence à Richard Toll. Richard Toll, où on avait 120 cas contacts qui étaient suivis par les autorités sanitaires. Ils étaient confinés dans un hôtel, mais finalement, ils ont tous été libérés après avoir observé les 14 jours de confinement. Il n'y a pas eu de test positif, donc naturellement, ils regagnent leurs activités dans leurs domiciles respectifs. Un grand ouf de soulagement pour ces populations et surtout pour leurs proches qui s'inquiétaient donc que ces cas reviennent positifs. Néanmoins, sur le terrain, les équipes médicales continuent la prospection par rapport au dépistage d'éventuels cas. Les alertes sont suivies de très près par les équipes de la région médicale de Saint-Louis. À Richard Toll, toujours, on appuie en denrées alimentaires d'une valeur de 31 millions de francs CFA a été distribué à l'ensemble des Dara de la commune pour leur permettre de se prendre en charge en cette période extrêmement difficile. Ce même don, on l'a remarqué à Saint-Louis, où la commune a mis à la disposition de l'ensemble des Dara du riz, de l'huile, du savon, pour également leur permettre d'avoir de quoi se nourrir pendant cette période très difficile où la mendicité n'est plus admise à travers les rues de la capitale du Nord, Hassan Gueye. Merci beaucoup Alice. À Kaolack, il n'y a pas le feu au lac, c'est ce que nous dira certainement notre correspondant permanent sur place, Modou Sen, en l'occurrence. Donc, Modou, est-ce qu'à Kaolack, on va dire circuler toujours, il n'y a rien à voir. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de ITV, le point coronavirus dans la région de Kaolack. Aujourd'hui, nous faisons le focus sur l'impact économique de la pandémie sur l'activité des artisans, notamment ceux qui sont au niveau du village artisanal de Kaolack. Ce qu'il faut retenir, ces artisans-là, dont la plupart sont des pères de famille, sont déboussolés, désorientés et ne savent plus à quel sein s'ouvrir à cause de cette pandémie. Difficile pour eux de trouver l'ombre d'un client. La plupart des clients qui venaient d'habitude au niveau du village artisanal sont les touristes, mais avec l'avènement de cette pandémie qui a occasionné aussi la fermeture des aéroports, les clients ne sont plus là, les touristes ne sont plus là et les Sénégalais d'habitude n'ont pas l'habitude d'acheter ces produits-là au niveau de ces villages artisanaux. Donc, ce qui a véritablement causé un impact considérable
sur l'activité de ces artisans-là qui demandent aux autorités sénégalaises de les prendre en compte sur le programme de résilience qui a été mis en place pour accompagner les entreprises impactées par la COVID-19. Ces artisans se disent être les plus touchés au niveau de la région de Kaolack par cette pandémie. À côté de cela, ce qu'il faut retenir au niveau de la région de Kaolack, même si les camions ne sont pas encore là, concernant l'aide alimentaire au niveau des communes, des villages, il y a des communautés qui ont été déjà mises sur pied pour véritablement essayer de voir quelles sont les populations qui doivent bénéficier de cette aide, c'est-à-dire les couches vulnérables. Une politique qui a été déjà mise en place à travers ces comités-là dirigés par les autorités déconcentrées de l'État qui sont dans ces différentes communes-là sous la supervision sans doute du gouverneur de région. Donc Kaolack, encore une fois, il faut le rappeler, n'a pas encore de cas confirmés au Covid-19, mais la sensibilisation est toujours de mise pour éveiller la conscience des populations sur les mesures barrières à observer. Merci donc Modou, le ciel est relativement serein à Kaolack, mais un gros nuage passe devant le soleil. À chaque jour suffisent à peine une dizaine de nouveaux cas atteints donc de positivité au coronavirus donc dans le pays ont été signalés ce jour. La directrice de la santé du Sénégal a occupé le pupitre pour délivrer les chiffres clés donc du jour. On va réécouter sa prestation. Sur 227 cas réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 14 contacts suivis par nos services, un cas issu de la transmission communautaire. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 314 cas ont été déclarés positifs, dont 190 guéris, 2 décédés, 1 évacué et donc 121 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. Voilà, donc on vous le répète tous les soirs ici, le monde est parfaitement irrespirable en ce moment. Les dernières évolutions sur le front du coronavirus ainsi que les dernières grandes décisions prises ça et là nous sont relatées dans ce récit d'Amago Robernian. 26 000 morts dans le monde, plus de 2 millions de personnes touchées dans 193 pays depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 26 000 décès du Covid-19 pour plus de 600 000 cas. L'Italie vient en deuxième position avec plus de 21 000 morts. L'Espagne suit avec 18 000 décès au moment où la France en compte 15 000, un peu plus que le Royaume-Uni qui comptabilise 12 000 décès des suites de la maladie. Les gouvernements du monde entier travaillent sur une stratégie graduelle de reprise de l'activité. L'objectif, éviter une deuxième vague plus mortelle que la première. Au même moment, la Chine a comptabilisé depuis le début de cette semaine plus de 200 nouveaux cas de coronavirus, un niveau jamais atteint depuis plus d'un mois. La majorité de ces personnes contaminées par le Covid-19 reviennent de Russie. Hors de chez nous toujours, suspension du financement annuel des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce est du président américain Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Trump accuse l'OMS d'avoir mal géré et dissimulé la propagation du virus. Had the WHO done its job to get medical experts into China to objectively assess the situation on the ground, the outbreak could have been contained at its source with very little death. Instead, the WHO willingly took China's assurances to face value and defended the actions of the Chinese government, even praising China for its so-called transparency. L'annonce a provoqué de nombreuses réactions négatives à travers le monde. L'Organisation des Nations Unies, la Chine et l'Europe n'ont pas tardé à dénoncer la décision. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé que ce n'était pas le moment de réduire les ressources de l'OMS. Il indique que c'est à présent le temps pour l'unité et pour la communauté internationale de travailler ensemble et solidairement
pour arrêter ce virus et ses conséquences graves. Pendant ce temps, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Charles Michel, ont présenté aujourd'hui des propositions pour coordonner le déconfinement à l'échelle européenne. La Commission va aussi organiser pour le 4 mai prochain une conférence des donateurs en lien avec l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est de renforcer le financement de la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Et une page nécrologique avant de refermer cette édition. La mort ne surprend jamais le sage. Il est toujours prêt à partir. L'actualité du jour est donc endeuillée par le rappel à Dieu du khalife général de Sagne Bamba, cher Mouhidine Samba Diallo. Sagne Bamba est à une dizaine de kilomètres de Kaolack, entre Ngane et Sibassor. Le défunt fut un grand érudit qui avait des relations cordiales avec toutes les familles religieuses. L'hommage de Cheikh Sall. Cheikh Mouhidine Samba Diallo n'est plus. C'est lui qui, depuis son accession au Khilafa à Sagne Bambara en 1999, ne cesse d'œuvrer pour le développement de sa communauté qu'il orientait quotidiennement sur les recommandations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et Allah subhanahu wa ta'ala. Fort de ses enseignements, c'est Mouhidine Samba Diallo qui s'est détaché des contingences matérielles au profit de la spiritualité. Refuse et décline systématiquement, sans vexer ses interlocuteurs, les dons provenant des politiques et autres structures telles que les banques. Un refus qui, selon ses proches, s'explique par le simple fait qu'il ne souhaitait pas un seul instant dépenser de l'argent dont l'origine serait illicite. Mieux, à l'instar du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Cheikh Mouhidine Samba Diallo s'est fait une viatique, à savoir servir sa communauté en participant à son bien-être. Et les infrastructures qu'il a réalisées sur fonds propres et avec l'appui de ses disciples en sont assez illustratives. Situé à la route nationale 1, derrière Kabatoki et Sibassor, dans la région de Kaolack, Sagne Bambara n'a rien à envier aux grandes villes grâce à Cheikh Mouhidine Samba Diallo. En effet, le marabout y a construit un grand hôpital à 111 millions de francs CFA avant de l'équiper entièrement. À cela s'ajoute un réseau d'assainissement moderne, un centre social où les femmes apprennent divers métiers, une école franco-arabe qui va du cycle élémentaire au lycée, un centre artisanat où les talibés sont formés à divers métiers, un centre d'éducation pour les sourds muets et le raoud de ses grands-parents. Sur le village Madinatul Abdul Khadir Jailani, communément appelé Sikhaï, où il sera inhumé, une presqu'île qui lui a été offerte, le khalife Cheikh Mouhidine Samba Diallo y a construit une grande mosquée dont les minarets sont visibles depuis la commune de Kaolack. Cet homme multidimensionnel, au cœur des préoccupations de ses disciples, disparaît à jamais, mais reste à jamais dans les cœurs des musulmans du Sénégal, toutes les confréries confondues qui prient pour qu'il repose en paix. bëgg naa kenn ku nekk ci taalibe même boo ko mënta jàng na nga ko wut muy sama kóllëre ak yow bu ma nekkatul àddina tamit li may wax xam naa ko mooy àddina gi dara neexatuma ci. Voilà donc toutes nos condoléances à la famille et aux talibés du khalife général de Sagne Bambara. Ce journal est terminé. Les grands rendez-vous qui vont venir, donc Kher Corona avec Khalifa Diakhaté, ainsi que Couvre-feu avec Bouba et toutes ces équipes. Il y a également les toutes dernières informations vers minuit. Nous vous remercions de votre parfaite attention et bonsoir.